Comment peut-on expliquer ces variations climatiques durant le quaternaire? Un point important ici à retenir, c'est que l'intensité de l'insolation est contrôlée par les paramètres orbitaux. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Vous avez l'excentricité correspondant à la forme de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Un deuxième paramètre est l'obliquité. Il s'agit de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan orbital. Et actuellement, cette inclinaison est de 23,26 degrés. C'est elle qui détermine les saisons. Quand le pôle Nord pointe vers le Soleil, l'hémisphère Nord reçoit davantage de chaleur et c'est l'été boréal. Et ce sera 6 mois plus tard que la configuration sera inverse, conduisant à l'été austral. Enfin, un troisième paramètre est la précession, c'est-à-dire le changement de direction de l'axe de rotation de la Terre. Ici, l'axe tourne comme une toupie, décrivant même un cône de précession. Cela provient du fait que la Terre n'est pas rigoureusement sphérique et que la répartition des masses y est hétérogène. Or, les changements de position d'astres massifs du système solaire, comme Jupiter ou Saturne, ou encore d'objets proches de la Terre, comme Vénus, provoquent de légères modifications des attractions gravitationnelles que subit la Terre. Et toutes ces variations engendrent des modifications périodiques des paramètres orbitaux que l'on vient de voir. L'excentricité peut passer d'une ellipse quasi-circulaire à une forme beaucoup plus aplatie. Au niveau de l'obliquité, vous pouvez avoir des changements d'inclinaison de l'axe de rotation passant de 22,1 à 24,5 degrés. Et comme on l'a vu précédemment, la précession correspond au changement de direction de l'axe de rotation de la Terre sur elle-même. Ainsi, en prenant en compte tout cela, les variations cycliques des paramètres orbitaux modifient les contrastes saisonniers. Lorsque les contrastes saisonniers sont faibles, les étés sont plus frais et les glaces formées pendant l'hiver ne fondent pas complètement. Ainsi, chaque année, vous allez accumuler de plus en plus de glace. Vous me suivez ? À l'échelle de la planète, vous allez donc augmenter ce que l'on appelle l'albédo de la Terre. Alors l'albédo correspond à la capacité d'une surface à réfléchir et diffuser par rayonnement la puissance lumineuse qu'elle reçoit. Autrement dit, c'est le pouvoir réfléchissant d'une surface. Vous comprenez alors que plus la surface réfléchissante est grande, plus l'albédo est grand et plus la part d'énergie solaire effectivement absorbée diminue puisqu'elle est réfléchie. D'où un refroidissement global rapide. Une autre composante est à prendre en compte dans le système. Il s'agit des océans. Lorsque la température diminue, la solubilité de notre CO2 change. Et oui, la solubilité du CO2 est dépendante de la température. Et plus la température baisse, plus le CO2 est soluble. Et donc, plus il sera absorbé par les océans. Et vous me voyez venir. Moins de CO2 atmosphérique, c'est donc moins de gaz à effet de serre, ce qui renforce le refroidissement de la planète. Nous avons ici une rétroaction positive des océans. Donc, à garder en tête pour vous, c'est que les modifications des contrastes entre l'été et l'hiver font varier la couverture de glace et donc l'albédo et vont modifier la solubilité du CO2, renforçant à son tour le refroidissement de notre planète, donc une période glaciaire. A l'inverse, lorsque les variations cycliques des paramètres orbitaux augmentent les contrastes saisonniers, l'effet est alors inverse et la Terre sort de la glaciation précédente et entre en période interglaciaire. Si nous prenons encore plus de hauteur, si vous voulez bien, les scientifiques ont pu remonter bien plus loin dans le temps et ont pu proposer quels étaient les types de climat durant l'ère secondaire, voire même l'ère primaire. Je vous parle ici de millions d'années. Si nous reprenons nos isotopes stables de l'oxygène, nos fameux paléothermomètres, eh bien, les scientifiques ont réalisé de nombreux autres forages dans l'océan Pacifique et l'océan Atlantique afin de mesurer, dans les tests de différents foraminifères, les rapports isotopiques de l'oxygène afin de reconstituer les paléoclimats. Il existe des foraminifères benthiques, donc vivants en profondeur et marqueurs des températures des eaux profondes, et des foraminifères planctoniques, c'est-à-dire vivants à la surface de l'eau et marqueurs de la température des eaux de surface. Le delta O18 déterminé à partir des carbonates est un paléothermomètre ambigu, dans le sens où pour déterminer la température, il est nécessaire de connaître le delta O18 des carbonates et le delta O18 de l'eau. Le tout intégré dans une formule présente ici, que je ne vous détaille pas, c'est inutile pour vous. En tout cas, si le delta O18 de l'eau reste constant,
alors l'augmentation du delta O18 des carbonates nous indique un refroidissement et vice-versa. Le paléothermomètre isotopique des carbonates fonctionne en sens inverse de celui des glaces. L'isotope oxygène 16 est préférentiellement piégé dans les glaces, et cela d'autant plus que la température est basse. Le développement de calottes glaciaires enrichit l'océan en oxygène 18 par effet de bilan. Ainsi, à retenir pour vous, le delta oxygène 18 des carbonates a une valeur qui évolue en lien avec le volume de glace continentale stocké. En clair, plus le volume de glace stocké augmente, plus le delta O18 des carbonates augmente. Voici les résultats. L'axe des Y nous indique le delta O18 mesuré dans les coquilles et l'axe des X ici correspond au présent. Et plus vous vous décalez vers la droite, plus vous remontez le temps jusqu'au niveau du Crétacé, ici jusqu'à environ 80 millions d'années. Partons ici de notre Crétacé. Les courbes de nos formes benthiques ainsi que la forme planctonique subantarctique nous donnent des valeurs de delta O18 de plus en plus grandes. Pour la forme planctonique du Pacifique, l'augmentation est moindre. Ceci nous indique que le volume des glaces continentales stockées à la surface de la Terre a augmenté. On peut donc en déduire que la température de la surface terrestre s'est refroidie au cours du Cénozoïque. Les causes de ce refroidissement sont multiples. La disposition des continents ayant changé au cours des temps géologiques, ils ont impacté de manière significative la circulation océanique. Par exemple, nous voici au niveau de l'Antarctique et vous voyez que l'Australie, il y a 86 millions d'années, bordait complètement l'Antarctique. Regardez, je vous replace l'Australie d'il y a 86 millions d'années sur la carte. Puis, je vous modélise le déplacement lié à la tectonique des plaques, et cela a impacté très fortement la circulation des courants océaniques, puisque, comme vous le voyez ici, cette grande flèche bleue représente un courant océanique passant de l'Atlantique à l'Indien, et avec l'isolement de l'Antarctique, vous avez un courant marin polaire très froid qui s'est installé tout autour de notre Antarctique et a favorisé l'installation d'une calotte glaciaire que je vous rajoute sur votre écran. Vous voyez le genre d'impact ici, c'est quand même assez énorme. Autre exemple, tout aussi phénoménal qui va nous permettre de remonter encore plus loin dans le temps, c'est l'altération des chaînes de montagnes. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? Regardez. Durant l'ère primaire, vous avez la surrection d'une énorme chaîne de montagnes, appelée la chaîne hercynienne. De même, il existe encore actuellement des chaînes de montagnes comme les Alpes, l'Himalaya ou encore les Pyrénées. Toutes les chaînes de montagnes sont constituées de grands volumes de roches qui se retrouvent au contact de l'air, puisque vous avez lors de la surrection de ces chaînes de montagnes un relief positif qui se met en place. Alors vous allez me dire, ok, c'est logique. Et je vous rajoute que ces massifs sont alors aussi en contact avec de l'eau, via le climat. Vous me voyez arriver ? L'eau est le principal agent d'altération des roches et en ruisselant et s'infiltrant dans les roches, vous avez des réactions qui se produisent comme des hydrolyses, des dissolutions, bref. Voici une réaction détaillée de l'hydrolyse d'un minéral, le pyroxène calcique, que l'on rencontre très fréquemment dans les roches de ces montagnes. Voici la formule, donc CaSiO3 plus de l'eau plus du CO2 donne du SiO2, du calcium et de HCO3-. Imaginez ce type de réaction maintenant à très grande échelle. Que constatez-vous? Avez-vous remarqué ici que notre CO2, gaz à effet de serre, était consommé lors de l'altération de nos chaînes de montagnes? Vous avez concrètement ici une consommation du gaz carbonique atmosphérique stocké pour un temps long dans les silicates et vous pouvez garder en tête que ce phénomène occasionne une baisse de l'effet de serre. Un autre mécanisme consommateur de CO2 et donc responsable de variations climatiques est tout simplement le piégeage de la matière organique. Regardez, lors de la mort des organismes marins photosynthétiques, par exemple, une première possibilité les concernant, c'est d'être décomposés et recyclés. Vous avez tout un ensemble de réactions biochimiques se produisant alors. Une deuxième possibilité pour ces organismes morts, c'est d'être piégés sous une couche de sédiments, comme de la vase ou de l'argile, qui les préserve alors de la dégradation. Puis, selon les conditions géologiques, peut se produire un enfouissement et une transformation de cette matière organique, et selon les organismes, donner du charbon ou du pétrole.
Sur ce graphique, vous voyez qu'au Paléozoïque, durant le Carbonifère, vous avez une très grande quantité de matière organique piégée, stockée dans les couches géologiques par rapport à ce qui est piégé actuellement par exemple. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'a appelé Carbonifère, en raison de la présence de vastes couches de charbon que l'on trouve un peu partout dans l'Europe de l'Ouest. Au contraire, d'autres processus géologiques peuvent être à l'origine, cette fois-ci, de la libération d'une très grande quantité de CO2 atmosphérique. Et oui, regardez ici sur ce graphique, vous présentant l'expansion océanique en kilomètres par millions d'années en fonction du temps. Et vous voyez que l'activité globale des dorsales peut varier selon l'état plus ou moins fragmenté des continents et jouer un rôle quant à la libération plus ou moins importante de CO2 atmosphérique. Ici, vous voyez une libération importante au début du Paléozoïque, puis durant une bonne partie du Mésozoïque.